Salut à toi, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est les choses à négocier sur ton prêt et la liste des banques qui accordent facilement des crédits. Donc, on est sur la formation gratuite, l'épisode 2. Comme je te l'ai dit, j'ai dit que j'allais te créer du contenu de valeur chaque jour pour que tu puisses te lancer plus sereinement dans l'immobilier. Donc voilà, c'est le cas, je travaille chaque jour pour ça. Je te fais du contenu nouveau tous les jours. Donc, on va commencer dès aujourd'hui sur les choses à négocier sur ton prêt et la liste des banques qui accordent facilement des crédits. Alors, la première chose que tu vas devoir négocier, ça va être la durée de ton prêt. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de négocier la durée de ton prêt? Tout simplement parce que l'objectif lorsque tu investis dans l'immobilier, c'est d'obtenir les plus petites charges possibles pour que tu puisses finalement louer le plus cher possible et te dégager une marge. Parce que si ton crédit, c'est déjà plus cher que les revenus que tu vas encaisser, logiquement, tu vas perdre de l'argent. D'autant plus que derrière ça, tu n'as pas que le crédit à payer, tu as aussi d'autres charges à payer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir tout optimiser, notamment le crédit. Et finalement, ça constitue une bonne partie de tes charges et du coup, c'est un des points qu'il va falloir obligatoirement négocier. Donc par exemple, tu vois, si tu obtiens un crédit de 200 000 euros avec un taux de 2% sur 20 ans, ça te fait un crédit à 1068 euros. Alors que si tu obtiens ce même montant, donc tu investis la même somme, donc 200 000 euros, avec un taux de 2% pareil, mais sur 25 ans, la différence, c'est que tu vas gagner finalement 168 euros, puisque finalement ton crédit va être plus petit de 168 euros. Donc c'est potentiellement 168 euros de cash flow net supplémentaire que tu vas te dégager grâce à cette petite optimisation. Ensuite, la deuxième chose qui va être importante à négocier, ça va être le différé de remboursement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le différé de remboursement, c'est quoi? Alors aujourd'hui, tu as la possibilité, si tu parviens à le négocier, parce que très peu de personnes parviennent à négocier un différé jusqu'à 36 mois. Les gens parviennent à négocier un différé de 6 mois, 1 an pour justifier des travaux. Mais pour aller chercher des différés allant jusqu'à 3 ans, la plupart des personnes ne parviennent pas à y parvenir parce que là, la banque, elle se doute bien que tes travaux ne vont pas durer 3 ans. Donc, il va falloir changer finalement d'explication par rapport à ça. Il va falloir changer finalement ta stratégie de négociation pour parvenir à obtenir un différé de 3 ans. Bon, concrètement, qu'est-ce que c'est un différé de 3 ans? En fait, pendant les 3 premières années, tu as la possibilité de ne pas rembourser le capital de ton crédit. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si tu ne rembourses pas finalement le capital de ton crédit pendant les 3 premières années, premièrement, ça va te permettre d'avoir l'esprit tranquille pendant la durée des travaux. Tu n'auras pas à dire oui, j'ai mes travaux et derrière, je dois payer mon crédit. Non, puisque tu as obtenu un différé. Et deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que tes travaux ne vont pas durer 3 ans. Peut-être qu'ils vont durer 3 mois, peut-être qu'ils vont durer 4 mois. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu vas pouvoir mettre en location ton logement et du coup encaisser de l'argent sans même payer de crédit, c'est-à-dire sans même rembourser le capital de ton crédit. À savoir que utiliser cette stratégie est également intéressante parce qu'elle va te permettre de te constituer un fonds de sécurité. Et ce fonds de sécurité, moi ce que je recommande, c'est d'avoir au moins 1 an de mensualité de crédit d'épargne, donc de mensualité de crédit pleine. Ça va te permettre en fait de te sécuriser par rapport à ton investissement parce que parfois tu peux avoir certaines choses à changer. Je sais pas moi, le frigo il est cassé, tu vas être amené finalement à le changer, donc ça va te coûter des sous. Donc pour ça, il te faut finalement une trésorerie de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de différés. Il existe le différé total et le différé partiel. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, ce que tu dois savoir, c'est que dans une mensualité de crédit, lorsque tu rembourses un crédit tous les mois, en fait, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de cette mensualité que tu rembourses tous les mois, tu as trois choses. Première chose, c'est l'intérêt du prêt. C'est-à-dire que tu as un taux d'intérêt, donc la banque te prend un intérêt sur ce que tu lui as emprunté. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est le remboursement du capital parce que tu dois rembourser finalement la somme que tu as empruntée. Donc, tu vas la rembourser en petite partie, donc en mensualité. Donc, ça, c'est les deux points. Et ensuite, tu as l'assurance du prêt, mais ça, c'est quelque chose qui est obligatoire parce que, en fait, c'est pour t'assurer si jamais tu étais amené à décéder, et dans ce cas-là, l'assurance va venir couvrir finalement ton prêt. Ok. Donc, maintenant que tu as compris ça, qu'il y avait deux éléments finalement importants dans ton crédit immobilier, donc l'intérêt du prêt et le remboursement du capital, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu obtiens un différé total, tu vas ni rembourser les intérêts du prêt, ni rembourser le capital. Donc, en fait, tu rembourses rien, tu payes simplement ton assurance. C'est pour ça qu'on appelle ça un différé total. Lors d'un différé partiel, la différence, c'est que ici, tu ne vas pas rembourser ton capital. Par contre, tu vas payer les intérêts. Donc, tu vas rembourser les intérêts que tu dois à la banque. Et encore une fois, tu vas payer l'assurance, mais ça, c'est normal. Donc voilà, c'est ça la différence entre un différé total et un différé partiel. Différé total, on ne paie rien. Différé partiel, on paye les intérêts. Alors, je te montre par exemple sur l'investissement de un de mes clients. Là, par exemple, tu vois qu'il a un différé de 36 mois, donc c'est un différé qui est total. Et tu vois, en fait, il paye uniquement l'assurance qui est de 60 euros. Donc, en gros, pendant les 3 premières années, sur un financement à 143 000 euros, il paye pendant les 3 premières années une mensualité de crédit de 60 euros. Et par la suite, sa mensualité de crédit sera de 670 euros. Je te montre ici pour un autre client qui a obtenu un différé partiel, par exemple. C'est un projet à 150 000 euros à peu près. Et tu vois, sur son différé partiel, il a une mensualité de crédit de 114 euros. Donc en gros, une mensualité de crédit de 114 euros. Et ce qui est important aussi à obtenir sur ton différé, c'est finalement d'obtenir un différé sur un prêt de 25 ans et non pas un différé sur un prêt de 22 ans. Je te le montre. Là, par exemple, c'est un prêt de 25 ans, donc 300 mois, plus 36 mois de différé, donc plus 3 ans de différé. Donc, ça fait au final 336 mois pour la durée du prêt et non pas 264 et 36 mois de différé. Parce que ça, c'est quelque chose de courant que les banques peuvent être amenées à te faire obtenir comme financement en te faisant croire finalement que tu empruntes sur 25 ans et que tu as un différé de 3 ans. Mais en réalité, non. Tu as finalement un prêt de 22 ans quand tu fais ça avec un différé de 3 ans. Donc, vérifie bien lorsque tu vas obtenir ton prêt, vérifie bien d'obtenir un prêt avec 300 mois et ici 36 mois de durée de période d'anticipation, c'est-à-dire de différé. Okay, donc ça, c'est très important. Il va falloir absolument que tu saches négocier, que tu saches comment obtenir un différé de 3 ans parce que ça va te permettre de te sécuriser. Ensuite, la troisième chose qui va être importante, c'est de négocier les indemnités de remboursement anticipé. Qu'est-ce que c'est les indemnités de remboursement anticipé? Alors, je te l'ai dit juste avant, lorsque tu payes une mensualité de crédit, tous les mois, en fait, tu rembourses des intérêts à la banque. Et ce qui se passe lorsque tu vas vouloir rembourser soit une petite partie, soit une plus grosse partie ou soit la totalité en revendant ton bien immobilier, par exemple, et en fait, comme tu vas apporter une somme d'argent et terminer finalement potentiellement ton financement, donc en gros terminer ton crédit, et que de base, en fait, tu payes tes intérêts chaque mois, tu les payes chaque mois normalement dans une mensualité, mais si tu viens rembourser, en fait, ça va réduire le nombre de mensualités que tu rembourses par mois, chaque mois à la banque, et du coup, la banque, elle va perdre des intérêts puisque tu vas pas rembourser en fait finalement les mois, les intérêts des mois que tu payes normalement chaque mois. Et c'est pour ça que la banque, elle est maligne et elle s'est dit, OK, on va créer une mention, on va créer en fait une clause qui s'appelle les indemnités de remboursement anticipé. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir
rembourser soit une petite partie, par exemple, là, il te reste 100 000 euros à rembourser sur ton crédit. Par exemple, tu as 10 000 euros, tu veux mettre ces 10 000 euros, et ben, la banque va te prendre des intérêts lorsque tu vas vouloir faire ça. Ou là, par exemple, tu veux vendre ton bien, et ben, lorsque tu vas vouloir revendre ton bien, et ben, la banque va te prendre des intérêts sur ça. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important à négocier. À savoir qu'en règle générale, la banque, elle peut aller te chercher jusqu'à 3% du capital restant dû. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il te reste 100 000 euros à rembourser et que tu vends ton logement en remboursant ces 100 000 euros, elle va te prendre 3% supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle va te prendre jusqu'à 3 000 euros. OK? Donc, c'est pour ça que c'est très important à négocier cette partie-là. Ensuite, tu as le taux et les frais de dossier. Alors, de la même manière que lorsque tu obtiens un financement sur 25 ans au lieu de 20 ans, eh ben, en fait, il va falloir optimiser tes charges. C'est-à-dire qu'il va te falloir réduire tes charges un maximum pour que tu puisses plus facilement te dégager une marge lorsque tu vas percevoir tes revenus locatifs. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir optimiser au niveau du taux. Par exemple, une personne qui obtient un taux à 2% sur un financement de 25 ans et un montant de prêt de 200 000 euros, et ben, ça te fait 904 euros de mensualité de crédit. Et ici, une personne qui obtient un taux à 1,60, et ben, ça lui fait une mensualité de crédit de 866 euros. Donc en gros, ce qu'elle va faire comme économie en négociant le taux, et ben, va faire une économie de 38 euros par mois. Donc, si on cumule le fait de, OK, tu as obtenu un prêt sur 25 ans au lieu de 20 et tu as optimisé ton taux, et ben, au final, ça te fait 200 euros de charge en moins. Donc, c'est 200 euros de cash flow supplémentaire que tu vas pouvoir te dégager simplement grâce à cette optimisation. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'obtenir un prêt sur la plus longue durée possible et finalement de négocier ton taux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par rapport à tout ce que je te partage, donc toutes les choses à négocier, je les ai tous classés dans l'ordre de priorité. Donc, la priorité, c'était du coup la durée de ton financement. C'était le truc prioritaire. Ensuite, le différé, ainsi de suite, ainsi de suite. Je les ai mis dans l'ordre. Tu dois les négocier dans l'ordre. C'est classé du plus important au moins important. Et ensuite, tu vas pouvoir négocier finalement les frais de dossier. Donc ça, c'est intéressant. Ça va te permettre finalement de réduire l'apport que tu vas mettre en banque. C'est pour ça qu'il faut finalement négocier les frais de dossier. Donc on en vient du coup au cinquième point qui est l'apport que vous allez mettre dans votre projet. Alors, ce que vous devez bien comprendre, je vais également répondre à une question que tu t'es peut-être interrogée lorsque je t'ai dit qu'il faut que tu obtiennes un crédit sur 25 ans. Peut-être que dans ta tête, en fait, tu t'es dit, oui, mais si j'emprunte sur 25 ans, ça va être long à rembourser mon crédit. Et tu te dis que c'est peut-être mieux d'obtenir un financement sur 15 ou 20 ans parce que ça va te permettre de rembourser le plus rapidement possible ton crédit. Et là, en fait, je vais t'expliquer en fait cette erreur. Pourquoi? Parce que ça, c'est une erreur courante que moi j'ai eue liée à mon éducation. Et en fait, c'est lié au fait que en fait, c'est un manque d'éducation financière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, lorsque tu investis dans l'immobilier, ce n'est pas de rembourser le plus rapidement possible ton crédit. L'objectif, justement, c'est de conserver ton crédit le plus longtemps possible. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ça, admettons, c'est toi aujourd'hui. Toi, tu disposes d'une petite épargne. En gros, tu disposes d'un certain apport. Soit tu peux faire le choix de donner ton apport à la banque, ou soit tu peux faire le choix de conserver ton apport. Le mieux, ça reste quand même de conserver ton apport. Mais toi, tu es malin, tu sais bien gérer l'argent. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer à une banque de lui donner un billet d'argent tous les mois. Donc, en gros, tu vas proposer à la banque de lui donner de l'argent tous les mois pour que elle, puisque elle a l'argent pour acheter un appartement et que toi, tu n'as pas l'argent pour acheter un appartement, mais par contre, tu peux lui donner de l'argent tous les mois.
Et bah, tu lui dis, OK, achète-moi un appartement, en échange, je te donne de l'argent tous les mois, un petit billet. Toi, ça va te permettre d'avoir du coup un appartement. Et cet appartement en question, toi, tu vas pouvoir l'exploiter, tu vas pouvoir le mettre en location et du coup apporter de la valeur à des locataires parce qu'il y a des personnes qui vont avoir la chance finalement de pouvoir vivre dans un toit. Donc, tu vas leur proposer ça. Ou bien, bah, soit des voyageurs sur Airbnb qui vont venir voyager, séjourner dans ton logement et dans lequel tu vas leur apporter un excellent séjour. Et en échange de ça, eh bah, eux, ils vont te donner un billet. Donc en gros, ils vont te donner de l'argent et l'objectif, c'est que l'argent qu'ils te donnent soit supérieur au crédit que tu as remboursé à la banque et à également toutes les autres charges que tu as à payer. Donc tu le vois en fait, l'objectif, si tu as ton épargne, ce n'est pas en fait de donner ton épargne à la banque. Parce que si tu le fais, eh ben, à la fin, tu n'auras plus cette épargne-là. OK? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que toi, tu donnes une petite partie de l'argent à la banque et que cette petite partie que tu donnes à la banque te permet d'avoir un appartement et que finalement cet appartement te permet de gagner plus d'argent. En fait, l'idée que tu dois bien comprendre dans ta tête, c'est que lorsque tu obtiens un crédit, tu n'es pas en train de contracter une dette. Lorsque tu obtiens un crédit, tu dois comprendre que c'est comme si en fait tu louais le droit à la banque d'exploiter un appartement. Je répète, c'est comme si tu louais à la banque un appartement. C'est comme si tu louais à la banque un appartement et qu'au final, au bout de certaines années, eh ben, cet appartement t'appartiendra entièrement et tu n'auras plus besoin de louer l'appartement. Mais ce que tu dois bien comprendre, c'est que l'objectif, c'est de louer l'appartement qui t'appartient et toi de le relouer derrière plus cher pour que tu puisses te dégager un bénéfice et que tu puisses t'enrichir par la suite. OK? Et au niveau de l'apport, bah, c'est pareil. Soit tu le donnes à la banque, soit je donne ici à la banque, mais à l'arrivée, je ne l'ai plus. Et du coup, bah, ce n'est pas extrêmement intéressant. Ou soit, bah, tu le gardes et à l'arrivée, tu l'as encore. Et en plus, tu t'es enrichi à partir de zéro. Tu t'es enrichi à partir de rien parce que tu n'as pas utilisé ton argent. C'est la banque qui a acheté tout. Et toi, tu lui as juste promis de lui rembourser bah, une mensualité chaque mois. À savoir aussi que par rapport à l'apport, là, tu le vois, c'est le cinquième point et dernier point. Pourquoi c'est le cinquième point et dernier point? Parce que l'apport, finalement, je considère ça comme la chose la moins importante. Pourquoi est-ce que je considère ça comme la chose la moins importante? Parce que, en règle générale, moi personnellement, je recommande de mettre entre 0 à 3 000 euros d'apport grand maximum. Alors, si aujourd'hui tu ne sais pas négocier en banque, la plupart des banques vont te demander 10%. Mais sache que c'est très simple d'obtenir un financement avec 3 000 euros d'apport. Donc, c'est pour ça que moi, l'apport, ce n'est pas une problématique. Je propose justement à mes clients de mettre un apport parce que ça leur permet finalement bah, de ne pas avoir cet élément à négocier parce que tu as vu, il y a beaucoup d'autres choses qui sont potentiellement plus importantes à négocier alors que, en fait, il existe une stratégie. Il existe une stratégie pour que tu puisses récupérer ton apport. Donc en fait, c'est pour ça que ça ne pose pas problème. Et c'est pour ça que ce n'est pas le plus important. Parce que si tu as cet argent-là en question, eh ben, mets ton apport, dans tous les cas, tu vas le récupérer. Par contre, si tu n'as pas d'apport, là, à ce moment-là, oui, il faut que tu négocies, il faut que tu obtiennes un prêt sans apport. Néanmoins, si tu as cet apport, mets-le. Il existe une stratégie pour récupérer cet apport et je vais te l'expliquer là maintenant. Donc, une fois que tu as mis ton apport, ce qui va se passer, c'est que tu vas obtenir ton prêt immobilier à peu près quelques semaines plus tard. Et du coup, une fois que tu auras obtenu ton prêt immobilier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir présenter un devis, enfin une facture travaux à la banque du montant de ton apport.
et ça va te permettre de récupérer l'apport que tu avais mis en banque. Mais pour ça, en fait, il va falloir l'anticiper. Et comment est-ce que tu vas pouvoir l'anticiper? Eh bien, en fait, il va falloir que tu présentes un devis de fonds matériaux, travaux en banque avant que tu investisses. Donc, par exemple, là, tu vas emprunter 100 000 euros à la banque et que tu dois mettre 3 000 euros d'apport. Donc, en fait, tu empruntes 103 000 euros puisque tu incorpores un devis travaux, par exemple, de 3 000 euros. Donc, en gros, tu vas emprunter 103 000 euros. Et ensuite, tu mets ton apport. Une fois que ton apport est mis, 3 semaines après, tu présentes un devis travaux. Alors, par rapport à ça, tu as plusieurs types de stratégies par rapport enfin, tu présentes une facture travaux, pardon. Et par rapport à ça, tu as plusieurs types de stratégies. Soit tu demandes à tes artisans de te faire une facture. Du coup, toi, la facture, tu la prends et tu la présentes en banque. La banque te débloque les fonds. Une fois que les fonds sont débloqués, tu demandes à tes artisans un remboursement des travaux, parce que finalement, il n'y a pas de travaux, c'est juste pour récupérer ton apport. Ou soit, tu fais la même manip, mais qui est un peu plus borderline et qui va te prendre plus de temps. Tu te rends à Leroy Merlin, tu payes avec ta carte bleue en différé, parce que dans ta carte bleue, tu as deux choses, soit paiement comptant, soit paiement différé. Donc, tu payes en différé, c'est-à-dire que ça va te laisser le délai suffisant pour finalement acheter, obtenir une facture, présenter la facture à ta banque. La banque, elle a la facture, elle te débloque les fonds. Une fois que tu as les fonds, tu récupères ta facture, tu récupères tes matériaux, tu retournes à Leroy Merlin et tu te fais rembourser toute la marchandise que tu as achetée de la valeur de ton apport. Bon, ça, c'est un peu plus borderline et c'est un peu plus chiant à mettre en place, mais sache que c'est une possibilité et en faisant ça, au final, il y a, entre guillemets, rien d'illégal parce qu'en fait, cette stratégie, bah, elle fonctionne, t'as pas de problématique, c'est juste que c'est un peu borderline, quoi. Mais en réalité, ça fonctionne. Rien ne t'empêche finalement d'acheter des matériaux à Leroy Merlin et finalement de te les faire rembourser. Ok. Et c'est pareil pour les travaux avec tes artisans. Rien ne t'empêche de leur faire qu'ils te fassent une facture pour qu'ils achètent les matériaux et que derrière finalement bah, que tu te fasses rembourser ces matériaux en question. Ok. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la liste des banques qui financent facilement. Donc, avant de vous partager la liste des banques qui financent facilement, je vais d'abord vous présenter la liste des banques qui ne financent pas facilement. Donc, en gros, la liste des banques qui financent difficilement. Donc, si aujourd'hui vous avez des difficultés à obtenir un financement, déjà, si vous allez voir ces banques-là, vous tirez déjà en fait une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que ce sont des banques dans lequel en fait c'est difficile d'obtenir un financement. Dans la majorité des cas, si vous allez voir ces banques, elles vous demanderont de mettre un apport de 10%, en tout cas aujourd'hui en 2022. Et je pense que ça sera également le cas en 2023. Donc, en règle générale, ces banques-là vont vous demander de mettre 10% d'apport, à moins que vous ayez un excellent dossier, c'est-à-dire que vous avez énormément d'épargne, vous avez un énorme salaire et également que vous arrivez au bon moment parce qu'en fait les banques ils ont un quota et ils doivent distribuer des crédits chaque année, ils ont un quota et en règle générale dans le mois de novembre, c'est décembre, et ben en fait là les banques s'affolent parce que ils se rendent compte que ils n'ont pas distribué assez de crédits et du coup ils distribuent plein de crédits de manière c'est plus facilement pour rentrer dans leur quota. Donc là, en fait, pour parvenir à obtenir des crédits dans ces banques-là, c'est ça. Il faut que tu aies un bon dossier ou bien que tu es arrivé vraiment au bon moment. En tout cas, aujourd'hui, en 2022. Donc là, je vais te partager mes trois banques préférées qui financent facilement. Donc, on a premièrement la Banque Populaire. J'aime bien la Banque Populaire parce que c'est une banque pour les fonctionnaires. Et moi, auparavant, j'étais militaire.
Alors, les banques populaires, la banque populaire, elle va te financer très simplement si tu es fonctionnaire, donc ça va faciliter les choses si aujourd'hui tu es fonctionnaire. Elle va te financer également si tu n'es pas fonctionnaire, tu es salarié en CDI par exemple, ou entrepreneur ou libéral. Elle va te financer, mais les conditions seront différentes. C'est-à-dire que les fonctionnaires, ils vont avoir certains avantages que toi, tu ne vas pas pouvoir, tu ne vas pas avoir potentiellement. Par exemple, les fonctionnaires, ils vont avoir la suppression directement des frais de dossier. En tout cas, en fait, les frais de dossier, ils vont pratiquement rien coûter avec la Banque populaire. Ensuite, vous avez le crédit agricole. Le crédit agricole, pour moi, c'est la meilleure banque. Ok, le crédit agricole, c'est la meilleure banque où vous devez vous faire financer vos projets. C'est mon avis. Alors, cette banque-là, que vous soyez salarié en CDI, fonctionnaire, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez libéral ou bien intermédiaire dans le spectacle, par exemple, eh ben, ils vont vous financer. Et ils vont vous financer facilement si vous avez les bonnes stratégies, si vous avez les bonnes méthodes. OK? Si vous savez concrètement comment négocier votre prêt. Ensuite, vous avez la caisse d'épargne. La caisse d'épargne aussi, c'est une très bonne banque. Alors, la caisse d'épargne, elle vous finance également très facilement si vous avez bonne stratégie, encore une fois. Mais en règle générale, la caisse d'épargne demandera un petit peu plus d'apport que ces deux banques-là en question. Et voilà. À savoir qu'en règle générale, la caisse d'épargne va accepter que vous obtenez un différé total, plus simplement. Le crédit agricole, en règle générale, différé total, elle ne le fait pas trop, c'est plus différé partiel. Mais euh, c'est quand même intéressant d'obtenir un différé partiel parce que, en fait, ça vous permet de ne pas augmenter vos mensualités de crédit par la suite. Parce qu'en fait, dans un différé total, certes, vous ne payez pas d'intérêt pendant les 3 premières années, comme vous l'avez vu auparavant. Cependant, bah, ces intérêts, ils ne sont pas disparus de nulle part. Il va falloir les payer au bout d'un moment. Donc, vous allez les payer lorsque vous allez commencer à rembourser votre crédit. Ce qui fait que finalement, ça va augmenter votre mensualité de crédit. Donc, c'est pour ça que je recommande d'obtenir un différé partiel. Donc, voilà, Crédit Agricole, il faut en règle générale crédit partiel. Et la Banque Populaire a fait les deux. OK? Alors, important, si vous êtes locataire aujourd'hui, il faut absolument que vous présentez votre dossier en tant que résidence principale. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que la banque va comptabiliser votre loyer actuel comme charge dans son calcul pour définir votre capacité d'emprunt. Et du coup, ça va venir réduire votre capacité d'emprunt. Et ça va potentiellement euh, en fait, réduire votre capacité à obtenir un crédit tout simplement parce que plus vous avez de charges, et plus votre taux d'endettement va être impacté. Et donc, du coup, plus ça va être compliqué pour vous d'obtenir un financement. À savoir que ce n'est pas parce que vous louez, ce n'est pas parce que vous obtenez un crédit en tant que résidence principale que vous ne pouvez pas louer votre logement par la suite. Ok, il n'y a rien légalement qui interdit de changer d'avis. Vous pouvez changer d'avis comme vous le souhaitez. Vous pouvez finalement acheter votre résidence principale et finalement vous dire, ben non, je veux acheter ma résidence, je vais mettre ce logement en location. Pourquoi est-ce que ça a du sens? Tout simplement parce que, imaginez, vous achetez votre résidence principale et vous êtes amené à être muté. Vous êtes amené à être muté dans une autre ville très loin et vous n'avez pas prévu ça. Est-ce que vous pensez que vraiment que la banque va vous bloquer? Ben non. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça et c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il y a simplement une exception, c'est lorsque vous obtenez des prêts qui sont réglementés. Par exemple, vous avez différents types de prêts qui sont réglementés, mais le plus connu, c'est le PTZ, c'est-à-dire le prêt à taux zéro. Et bien en fait, le prêt à taux zéro, c'est un prêt dans lequel pendant les premières années, par exemple, je pense que c'est 7 ans, je ne m'y connais pas vraiment en termes de prêt à taux zéro, mais je sais qu'il y a cette interdiction en termes de location, donc vous n'avez pas le droit de louer pendant les premières années. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit de louer pendant les premières années? Tout simplement parce que vous ne payez pas d'intérêt. Et du coup, en fait, l'État, il s'est dit quoi? Il s'est dit,
si on accorde des prêts à taux zéro, c'est pour favoriser les personnes qui veulent acheter leur résidence principale. Et c'est pas pour favoriser finalement les personnes qui souhaitent réaliser un investissement locatif. Ou alors, si c'est pour un investissement locatif, ce sont des investissements locatifs qui sont très réglementés par l'État, comme par exemple les investissements comme Pinel, mais ce sont des investissements qui rapportent pas d'argent. Donc voilà, la seule exception, c'est si vous obtenez un prêt à taux zéro, là, vous n'allez pas pouvoir louer par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut obtenir simplement un taux fixe avec l'achat d'une résidence principale, avec un taux fixe normal, un crédit simple normal. À savoir également que, ok, je dis que c'est facile d'obtenir des prêts auprès de ces banques-là en question. Alors, c'est facile, oui, mais c'est facile, mais si vous savez comment négocier avec le banquier, si vous savez concrètement quoi lui dire pour obtenir ce que vous voulez et quoi lui dire lorsqu'il vous dit non, par exemple, par rapport à quelque chose, pour que vous puissiez obtenir finalement un oui. Parce qu'en réalité, moi, par exemple, quand je me suis formé à l'IOBSP, finalement, à la formation pour devenir courtier en crédit, donc intermédiaire en opération de banque, en fait, quand je me suis formé et j'ai suivi cette formation, je me suis rendu compte que à la fin, les courtiers que je connaissais et moi-même, il y avait une chose qu'on ne savait pas faire, c'était négocier. Et même le conseiller que tu vas voir, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que tu lui demandes un prêt, il rentre des données sur son ordinateur et il envoie ces données soit à sa direction, ou soit au siège, ou soit aux différents organismes de caution, etc. Mais c'est ça son travail. Lui-même, un banquier en règle générale, ne sait pas comment négocier pour obtenir un crédit immobilier. Et c'est ça qui fait que, en fait, la plupart des courtiers en crédit ne savent pas comment obtenir un crédit qui est ultra optimisé pour un investisseur. Et la plupart des banquiers également ne savent pas comment obtenir un crédit ultra optimisé pour un investisseur. D'ailleurs, j'ai un de mes clients qui s'appelle Quentin qui, auparavant, il avait mis un post sur mon groupe Facebook et il avait dit ouais, je viens de voir un courtier et il m'a dit que j'avais 90% de chances que j'obtienne pas mon crédit, que ce soit pas possible par rapport à ma situation, etc. Du coup, je l'ai accompagné et au bout de 2 banques, il a obtenu son crédit. Il a obtenu son crédit parce qu'il savait quoi dire concrètement à la banque. Il savait comment négocier avec la banque. Le plus dur dans l'immobilier, en règle générale, ce n'est même pas l'immobilier en soi, c'est de gérer l'humain, c'est savoir communiquer finalement avec les différents acteurs dans l'immobilier. Donc par exemple l'agent immobilier, le notaire, le vendeur, le banquier, les artisans, etc., etc. À savoir qu'aujourd'hui, moi, je partage une stratégie à mes clients qui leur permettent facilement finalement d'obtenir leur crédit parce qu'on utilise une stratégie. Comme je vous ai dit, en fait, le fait de présenter son bien en tant que résidence principale lorsqu'on est locataire, et la plupart de mes clients sont locataires, en fait, ça leur permet de réduire les charges. Ça leur permet premièrement de réduire les charges. Mais gardez en tête que le taux d'endettement, il est impacté par 2 éléments, vos charges et vos revenus. Donc, pour faciliter finalement l'obtention de votre crédit, vous devez optimiser ces 2 éléments. Et la meilleure chose finalement que j'ai trouvée pour optimiser cet élément, c'est grâce à mon expertise, c'est grâce à ma stratégie qui est la division. Parce que grâce à la division, en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire par exemple à la banque, ok, moi je vais acheter ma résidence principale parce que je vais acheter cet appartement-là en question. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser une division en 2 appartements et ça va me permettre d'avoir un appartement dans lequel je vais vivre. C'est pour ça que j'achète ma résidence principale et du coup, un appartement que je vais mettre en location. En plus, c'est une très bonne stratégie parce que si vous avez pour projet d'acheter votre résidence principale,
et ben ça va vous permettre concrètement de vivre entre guillemets gratuitement dans votre résidence principale dans la mesure où en fait ce sont les locataires qui vont venir couvrir votre mensualité de crédit. À savoir que cette stratégie, vous pouvez l'utiliser également lorsque vous achetez une maison. Par exemple, lorsque vous achetez une maison, vous pouvez dire au banquier comme quoi vous allez réhabiliter finalement le garage, le diviser, le changer en fait, le transformer en un appartement. En gros, vous présentez le plan de votre appartement, vous dites voilà, j'achète cette maison. Cette maison, on va la diviser en deux lots. Donc, premier lot, ma maison. Deuxième lot, un appartement. Du coup, je vais mettre l'appartement en question en location et ça va me permettre de rembourser le crédit. Et en même temps, ce que ça permet en fait de faire auprès de le banquier, c'est que ça permet de réduire le risque qu'il prend en vous finançant. Pourquoi? Parce que le banquier, son rôle, c'est de vous prêter de l'argent, oui, ok, mais son rôle également, c'est de mesurer le risque en vous prêtant de l'argent. C'est pour ça que pour mesurer le risque, il va prendre plusieurs indicateurs, vos charges, vos revenus. Et là, cette stratégie vous permet quoi? Réduire vos charges, augmenter vos revenus. Cette stratégie, vous pouvez également l'utiliser en achetant des immeubles. Par exemple, si vous achetez un immeuble, vous pouvez dire ok, je vais vivre dans un appartement et du coup, je vais louer les autres appartements et ça va me permettre de couvrir mes charges. Donc, voilà par rapport à la stratégie pour obtenir son financement. Si vous voulez en savoir plus sur le financement ou bien sur la division, je vous invite à me poser vos questions en commentaire ou bien si vous voulez aller plus loin et vous former finalement au financement ou bien à la division, je vous invite à cliquer sur le lien en description. En description, je dispose de plusieurs formations dans lesquelles vous allez pouvoir vous former à travers l'immobilier, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de la formation d'aujourd'hui qui était dédiée finalement au financement. Demain, on va voir quelque chose d'autre. Donc on se retrouve demain dans lequel on va voir quelle est la stratégie locative à utiliser pour être rentable et pourquoi utiliser uniquement celle-là. Donc c'est très important cette vidéo de demain, donc soyez présents, on se retrouve demain pour voir cette vidéo, quelle est la stratégie locative à utiliser pour être rentable et pourquoi il faut utiliser uniquement celle-là. Je vous dis à demain, ciao ciao.